Dear. Valid people. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle émission de ce cycle de conférences Dear Valid People. Pour commencer, qui a déjà entendu parler de Dear Valid People? Ok. Le début du succès. Donc Dear Valid People, c'est une émission de radio que j'ai créée il y a 3 ans et demi. L'objectif de l'émission à la base était de remettre en avant l'expérience vécue des personnes handicapées parce que je me suis rendu compte que aux informations, quand on fait des micro-trottoirs sur le handicap, on pose des questions à des personnes valides. Et donc ça m'a légèrement énervé. Et donc j'ai voulu remédier à ça en créant cette émission de radio. D'abord, c'était des tête-à-tête avec des invités, chacun concerné. Et petit à petit, l'émission a évolué. J'ai été rejoint par Camille Carneguez, ici présente, il y a plus d'1 an. Et aujourd'hui, depuis septembre, on fait des émissions ici, à la Gazette Café en public, parce que on croit que la question du handicap n'est pas qu'une question qui concerne les concernés, mais qui nous concerne tous, et qui mérite qu'on puisse en discuter tous ensemble. Là, l'idée, ça va être de pouvoir poser des questions, de pouvoir en parler simplement. Là, on nous fait croire que le handicap est quelque chose de compliqué, de complexe, que c'est une excuse pour ne pas en parler. Ben là, justement, on essaye de prendre le contre-pied et on essaye aussi de créer des sacs de parole pour que tout le monde puisse poser des questions sans préjugés, sans jugement. Donc il y aura un monsieur avec un micro ici présent qui pourra vous passer un micro pour que vous puissiez poser vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien garder le micro près de votre bouche puisque l'émission est enregistrée et sera disponible en podcast sur le site de la radio ainsi que sur YouTube. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu l'occasion de faire d'abord nous des émissions avec Camille pour parler du handicap de manière générale. Et depuis le début d'année 2023, on invite chaque mois des anciens invités ou des nouveaux invités pour parler de handicap plus précisément. En janvier, ça a été le handicap invisible. Pour parler de la sclérose en plaques, le mois dernier, ça a été le handicap psychique. Pour parler du trouble de la personnalité borderline. Et aujourd'hui, on va continuer à préciser des choses et parler du TDAH avec Chloé. Bonjour Chloé. Salut. Ça va? Ouais. Je vais quand même commencer par vous présenter mes excuses pour le retard. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous avez eu un échantillon de ce qu'est ma vie. Voilà. Je suis très souvent en retard. C'est lié à mon trouble de l'attention. Et je vais peut-être détailler un petit peu après. Oui, on est là pour en parler. Donc, Chloé, tu as ce qu'on appelle un TDAH. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est le TDAH? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi? Alors, donc le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Personnellement, j'aime pas beaucoup ce terme.
parce que c'est pas exactement... ça laisse sous-entendre qu'en fait, on a des difficultés d'attention, ce qui n'est pas vrai. En fait, on a des difficultés d'attention suivant le contexte. C'est-à-dire que on fonctionne un petit peu au tout ou rien. C'est-à-dire que si on est sur un sujet qui nous intéresse, on va rentrer dans des phases d'hyperfocus où c'est extrêmement difficile de nous sortir de cette phase de concentration. Et à l'inverse, quand c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, là, en fait, c'est vraiment très très difficile de se concentrer. Alors, quand je présente les choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah bah oui, en fait, vous êtes juste capricieux ». Alors non, en fait, ça a à voir avec la zone du cerveau qui gère la motivation, qui est l'hippocampe, je crois, et qui génère de la dopamine. Et en fait, la dopamine a un rôle crucial dans la motivation et dans la concentration. Et donc, à partir du moment où il y a un dysfonctionnement avec ça, tout ce qui est concentration et motivation, ça va être à double tranchant systématiquement, en gros. Voilà. Ok. T'as dit que trouble de l'attention, c'est pas un terme qui te plaît. Comment tu l'appellerais, toi? Alors, il y a un docteur sur YouTube qui parle beaucoup du trouble de l'attention, dont j'ai oublié le nom, mais j'ai mes antisèches dans mon sac, donc si vous voulez, je pourrais vous le dire. Lui, il a proposé le DAC, qui est les difficultés d'attention contextuelle. Est-ce que j'ai bien mes antisèches dans mon sac ? Si je les ai oubliés, on pourrait parler du fait qu'on oublie très facilement aussi des choses quand on a un trouble de l'attention. Mais non, j'y ai pensé. Elles sont là. Et oui, il y a un médecin qui a proposé de parler de DAC, DAC. À la rigueur, je préfère un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le trouble de l'attention avec hyperactivité a eu de nombreux noms au cours de l'histoire. C'est, contrairement à ce qu'on peut croire, une neuroatypique qu'on connaît depuis très longtemps, depuis 2 siècles ou plus, en fait. C'est juste qu'elle a eu beaucoup de noms différents. Avant, on parlait des hyperactifs, tout simplement. Encore avant, je sais plus, en fait, il y a vraiment eu de multiples noms. Il y a un psychologue sur YouTube qui s'appelle PsychoQuack qui a fait 2 vidéos très intéressantes sur le trouble de l'attention et qui parle aussi de l'histoire du trouble de l'attention et qui débunk un petit peu toutes ces idées reçues. Et voilà. Mais comme moi, je me souviens pas des noms de tous les noms qu'a eu cette pathologie. Mais t'inquiète pas, elles seront disponibles sur l'article et sur l'émission sur YouTube. Je mettrai toutes les ressources en description. Moi, pour ma part, il y a pas longtemps, j'ai entendu une Québécoise parler du trouble de l'attention. Pareil comme toi, en disant que c'était pas le bon terme, elle préférait parler de trouble de l'inhibition. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors oui, en fait, quand on parle du trouble de l'attention, c'est jamais que la partie immergée de l'iceberg. En fait, ça touche plein de facettes de la vie. Ça touche effectivement l'impulsivité, donc l'inhibition. Je pense qu'on a tous connu un jour ce moment où on se dit « Ah, j'aurais pas dû dire ça ». Bon, ça, c'est... si vous le dites de temps en temps parce qu'à un moment, vous étiez fatigué ou ce genre de choses, pour moi, c'est très, très, très fréquent. Voilà. Et ça, c'est mon réveil qui me rappelle qu'il faut que j'arrête de travailler. Parce que j'oublie sinon. J'ai aussi un réveil qui me rappelle que je dois aller manger et que je dois aller dormir. Voilà. On peut rebondir sur ça. Donc, tu dis que tu as des réveils. Donc, c'est par rapport à ces phases de hyperfocus dont tu parlais. Donc oui, j'ai un réveil. Alors ça a à voir avec les phases d'hyperfocus et ça a à voir avec un aspect du trouble de l'attention qui s'appelle la dysfonction exécutive, qui fait qu'en gros, on n'arrive pas à trouver le moyen de changer de tâche. Changer d'une tâche à l'autre, en fait, c'est relativement compliqué.
Et donc, avoir ces réveils, ça marchouille, hein, en vrai. Parce que le problème, c'est qu'on s'y habitue au bout d'un moment, donc du coup, on les éteint, on fait, allez, c'est bon. Mais c'est des réveils, en fait, qui me permettent d'avoir une vision de comment est-ce que ma journée se déroule et qui me rappellent qu'il faut que je mange, parce que si je ne mange pas, j'ai pas assez d'énergie. Et du coup, en fait, quand on manque de sommeil ou de nourriture, les symptômes du trouble de l'attention sont encore plus sévères. Et donc, tous ces réveils me permettent de ne pas perdre de vue où est-ce que j'en suis dans ma journée. Parce qu'on a un truc que les Anglais ont appelé time blindness. Donc, je sais pas trop comment traduire ça. Le fait d'être aveugle au temps. Perdre la notion du temps. Ah, mais complètement. Mais en fait, moi, si je suis dans une pièce où il n'y a pas d'horloge, il y a des gens qui peut-être ont vaguement une notion de il s'est passé 10 minutes, il s'est passé 1 heure, machin, etc. Moi, je suis incapable de le dire. Si on me met dans une pièce où il n'y a pas l'heure, on va me dire là, ça fait combien de temps que tu y es. Je peux dire 5 minutes ou 1 heure, les deux seront possibles pour moi. Sinon, je n'ai pas la moindre idée du temps qui passe. Mais ce qui fait que les personnes ayant un TDAH, est-ce que sont pas plus sensibles aux addictions, par exemple ? Ah bah si, complètement. C'est un gros problème, et d'ailleurs c'est un problème à plusieurs niveaux. Il y a les addictions qu'on connaît tous, les plus courantes, tout ce qui est alcool, psychotropes et ce genre de choses. Mais il y a aussi des addictions dont on parle peut-être un peu moins, mais qui peuvent être tout aussi graves, notamment à tout ce qui est jeux vidéo, jeux d'argent, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo actuellement, c'est vraiment une tannée pour les gens en général, parce que c'est vraiment pensé pour garder l'attention des gens et faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, un peu à l'instar de TF1, ils vendent du temps de cerveau disponible. Mais pour une personne avec un TDAH qui est vraiment tributaire de sa dose de dopamine, c'est encore plus fort. Et typiquement, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'addiction avec des psychotropes, parce que ça m'a jamais, je l'ai jamais vraiment rencontré ou ce genre de choses dans ma vie de tous les jours. Mais par contre, par exemple, il y a une époque où j'étais extrêmement addict aux réseaux sociaux. Je pouvais passer toutes mes journées sur Twitter. Et en fait, sauf que ça a vraiment un impact au bout d'un moment sur la vie de tous les jours. Et ce qui est un peu triste, c'est que pour le moment, les médecins qui s'occupent des personnes qui ont un TDAH ne sont pas... En fait, comment expliquer ça ? C'est un peu ironique parce que toute la problématique des personnes avec un TDAH, c'est de réussir à s'organiser, etc. Donc forcément, on doit avoir des médecins pour réussir à faire tout ça. Mais en fait, pour chaque particularité, les personnes TDAH ont... donc, par exemple, si je veux traiter l'addiction, il va falloir que je voie un addictologue. Si je veux traiter les problèmes d'organisation, il va falloir que je voie une ergothérapeute. Si je veux traiter les problèmes de flexibilité mentale, il va falloir que je fasse de la remédiation cognitive avec un neuropsychologue, etc., etc., etc. Sachant qu'en plus, quand on a un trouble de l'attention, on a souvent des comorbidités. Et que donc, par exemple, moi j'ai un trouble anxieux, donc il faut aussi que je voie une psy avec qui je fais des TCC, donc des thérapies cognitivo-comportementales. Bref, c'est un petit challenge parce que voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait juste un médecin spécialisé de TDAH, ce serait fantastique, mais ça n'existe pas ou pas encore. Oui, parce que ce que je trouve très ironique comme dans l'histoire, c'est que donc tu as un TDAH, tu as des troubles d'organisation et tu as un médecin pour chaque symptôme. Donc, en fait, ça empire tes symptômes en quelque part. Donc, en tout cas, ça ne m'aide pas, clairement. Et alors, moi, du coup, j'ai mis en place des méthodes. Je me fais mon petit calendrier, je surligne chaque rendez-vous avec une couleur différente en fonction de ce que c'est, etc. Mais forcément, comparé à une personne qui se contente de remplir dans un agenda, moi, ça me prend plus de temps. Généralement, c'est
je suis obligée de tout ritualiser. Donc c'est mon rituel du dimanche soir. Je prévois tout ce qu'il y a dans la semaine. J'ai des notes qui sont accrochées dans ma chambre, mais j'ai aussi des notes qui sont dans mon sac que j'ai en permanence sur moi pour pouvoir regarder en permanence dans mon agenda, etc., quels sont mes rendez-vous, machin. Parce que sinon, avant, j'oubliais carrément d'aller à des rendez-vous. Du coup, il y a des médecins qui m'ont blacklisté à cause de ça. Ou alors... ou alors j'arrivais extrêmement en retard à des rendez-vous et maintenant ça va un peu mieux, mais le problème est entièrement réglé. Et le truc aussi, c'est que jusqu'à présent j'ai géré tout ça toute seule. C'est-à-dire que parce que alors l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que comme à peu près n'importe quel handicap, forcément toute personne qui est représentante de ce handicap a de plus grandes difficultés à trouver un emploi stable, donc a de plus grandes difficultés à avoir un revenu. Et la plupart des médecins qui gèrent le TDAH ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Déjà, ah oui, c'est super. Ce qu'il faut savoir, c'est que ne serait-ce que pour avoir le diagnostic, il faut prendre rendez-vous avec une neuropsychologue qui va faire passer une batterie de tests. Les neuropsychologues ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et faire le test pour savoir si on a un trouble de l'attention, ça coûte la modique somme de 200 €. Et ce que je trouve vraiment horrible dans cette histoire, c'est que moi, j'ai eu le moyen de me le payer parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire diagnostiquer et qui, du coup, ne peuvent pas avoir accès à des soins en attendant, qui sont appropriés. Et le fait que ce ne soit pas remboursé par la sécurité sociale, les ergothérapeutes ensuite ne sont pas remboursés. Pour ce qui est des thérapies cognitivo-comportementales, c'est remboursé uniquement si c'est des psychiatres qui font ça. Or, des psychiatres, il y en a très peu qui s'occupent de ça. La plupart des psychiatres, ils se contentent de prescrire des médicaments et ensuite, ces patients suivants, ils ne font pas des thérapies aussi longues. Et donc, d'une manière générale, en fait, tout ce qui est soins de la santé mentale est vraiment pas bien pris en charge en France. Quand j'entends des étrangers qui disent des trucs du genre ah oui mais vous en France vous avez accès à une super couverture santé, etc. Moi je suis là, oui en fait c'est vrai pour les personnes valides parce que dès qu'on a une pathologie qui est un petit peu plus avancée, souvent on se retrouve à devoir payer des tas de choses de notre poche et j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, que c'est vrai aussi pour les personnes qui ont une pathologie physique. C'est genre il y a beaucoup de choses qui restent à nos frais. Donc c'est pour les personnes valides, si jamais elles ont un accident, là c'est bon, elles seront prises en charge. Mais pour les personnes handicapées qui ont un handicap sur le long terme, en réalité, la prise en charge, elle n'est pas si bien. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Non. Puis, moi, ça, encore une fois, c'est là où on voit qu'il y a une hiérarchie aussi entre les pathologies. Parce que moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une pathologie rare. Dès qu'on a une pathologie rare, t'inquiète, on te met en haut du panier. La MDPH, elle te met à 80% direct, t'as un 100%, ah oui. Alors que à côté de ça, quand on a un TDAH, ou on en parlait aussi le mois dernier, lorsqu'on a un trouble de la personnalité borderline, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. De suite. Alors après, moi, ma meilleure amie a un trouble de la personnalité borderline et elle a quand même eu accès à l'AAH, qui est pour les personnes, s'il y a des personnes qui le savent pas, c'est la location adulte handicapé, qui s'élève à peu près 900 € par mois. Donc on pourrait en parler de ça aussi. Mais c'est vrai que par contre, par exemple, ses soins elle voit une psychiatre et une psychologue, ses soins chez la psychologue sont pas pris en charge non plus. Et pourtant, c'est indispensable. Elle peut pas faire sans. C'est pas un luxe. C'est pas comme si elle se disait demain, j'ai bien envie d'aller me faire un petit massage. Non, et enfin moi non plus. Le truc, c'est que par exemple, là, j'ai fini par me dire il faut quand même que je prenne soin de ma santé, donc je vais faire de la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour les gens qui ont un trouble de l'attention.
c'est quelque chose qui permet, c'est des exercices, c'est de la rééducation, qui permet d'améliorer la flexibilité mentale. Et donc, du coup, ça permet de lutter contre la dysfonction exécutive et notamment de switcher entre différentes tâches plus facilement. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire impérativement une fois par semaine pendant plusieurs mois. Parce que sinon, en fait, ça n'a pas d'effet. C'est comme si on se mettait à faire du sport. Si on fait juste des pompes une fois de temps en temps, ben, on va pas se muscler. Il faut que ce soit régulier et il faut que ce soit pendant un certain temps, etc. Et donc ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et j'ai fait le calcul. En tout, ça va me coûter 1 200 euros. En tout. Donc la séance étant à 60 euros, une fois par semaine, pendant plusieurs mois. Voilà. Et moi, j'ai la chance de pouvoir me le payer, mais il y a des tas d'autres personnes, c'est pas le cas. Je trouve que c'est scandaleux, en fait. Et au final, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'ils peuvent pas se payer, donc ils peuvent pas se stabiliser, réussir à trouver un travail, avoir de l'argent pour payer des soins dont ils ont besoin. Donc au final, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Je me permets de faire une petite pause pour vous répéter que vous pouvez poser vos questions. On est là pour discuter. Je pense que si vous avez des questions sur le TDAH, n'hésitez pas à lever la main. Pierre se fera un plaisir de vous passer le micro. Moi, j'aimerais bien revenir sur un sujet dont on parlait tout à l'heure. On parlait addiction des réseaux sociaux. Et tu disais que tu t'es rendu compte qu'il fallait arrêter. Je me demandais comment tu as fait. Parce que autant pour une personne, on va dire, valide, bah déjà, ça peut être complexe. Mais je me dis que dans le cas du TDAH, ça l'est encore plus. Donc, comment on y arrive? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est... Alors, moi, ce qui s'est passé quand j'avais mon addiction aux réseaux sociaux, j'étais à une des périodes les plus difficiles de ma vie. Et je me suis rendu compte que j'allais vraiment très très mal. Et ça a été dans un contexte global en fait. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs décisions à ce moment-là dans ma vie. La première, ça a été de voir ma médecin traitant. Je suis allée la voir et je lui ai dit bon ben voilà, je vais vraiment pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, elle m'a envoyé voir une psychologue hypnothérapeute qui m'a un petit peu aidée, mais manifestement, c'était pas ce qu'il me fallait pour traiter mon trouble de l'attention. À cette époque, je ne savais pas que j'en avais un. Donc, il y a eu voir un professionnel de la santé mentale pour commencer. Et puis, moi, la solution, elle a été drastique. J'ai supprimé mes comptes. C'est parce que je savais que il n'y avait pas de place pour la demi-mesure. Si je laissais mes comptes ouverts, j'allais y retourner. À l'époque, j'avais un certain nombre de followers. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut sembler peu, mais c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, avoir 2000 followers, c'était beaucoup. Donc, dans ma tête, c'est genre, je ne pouvais pas abandonner ce compte et le laisser dépérir. Et puis en plus, je voulais continuer d'avoir l'avis des gens, je voulais continuer de donner mon avis, puis je voulais continuer d'avoir des likes, des retweets, des follow, machin, etc. Continuer d'être dans le Twitter game où on va se retrouver avec des gens qu'on admire, qui vont nous follow, etc. Enfin, c'était vraiment le principe de l'addiction, en fait. Et je me suis rendu compte que je pouvais ne pas manger pendant une journée entière et ne pas dormir pour être sur Twitter. Donc là, je me suis dit, oui, non, en fait, ça ne va pas. En plus, ça me faisait vraiment du mal, c'est-à-dire que forcément, dans le Twitter game, il y a toujours des shitstorms, il y a toujours des dramas, il y a toujours toutes ces choses-là. Je m'en suis pris plein dans la figure. Un autre aspect du trouble de l'attention, c'est que on régule mal nos émotions. Donc, quand on est content, on est vraiment très très content, ce qui est plutôt chouette. Mais quand on est triste et anxieux, on est vraiment très très triste et très très anxieux. Et ça dure apparemment aussi plus longtemps que la moyenne pour la plupart des gens. Donc, typiquement, moi, quand je me prenais des critiques sur les réseaux sociaux ou des raids de personnes qui m'insultaient, il y en avait qui me souhaitaient de mourir ou ce genre de choses.
moi, ça m'affectait vraiment au point où je me retrouvais en pleurs dans mon lit à pas pouvoir me lever pendant 3 jours. Donc je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Donc, vu que je ne voyais pas d'autres moyens, j'ai supprimé mes comptes. Ce qui ne m'a pas empêché de retourner sur Twitter sans compte. Je tapais mon pseudo dans la barre de recherche pour voir ce que les gens disaient de moi après que j'ai supprimé mon compte. Donc, c'est vous dire à quel point l'addiction, elle était bien là. Mais petit à petit, ça s'est endigué. Et aujourd'hui, je suis toujours un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai toujours un compte Twitter, un compte sur Tumblr, Instagram, etc. Mais j'ai aussi un outil qui s'appelle Freedom, que je paramètre, qui fait que je ne peux pas aller sur ces sites pendant un temps donné. Et en fait, cet outil, il est incroyable parce qu'il permet de réguler, mais pas seulement pour les réseaux sociaux, il permet tout en fait, que ce soit les sites de jeux d'argent, que ce soit les jeux vidéo, tout. En ce moment, justement, moi je considère que là j'ai des problèmes je sais pas si on peut parler d'addiction, mais ça y ressemble quand même un petit peu avec des jeux vidéo maintenant. Et donc, j'ai utilisé cet outil pour gérer les problèmes que je pouvais avoir avec un jeu en particulier qui est un gacha. Donc les gachas, typiquement pour les gens avec un TDAH, c'est bonjour, on vous attrape le cerveau et on vous garde. J'ai mis en place les trucs de cet outil qui s'appelle Freedom, ce qui fait que maintenant je peux plus y jouer la nuit et je peux plus y jouer pendant mes horaires de travail. Ce qu'à un moment j'ai fait. Et là, quand j'ai senti que je le faisais, je me suis dit ça va pas. Et donc voilà, c'est ce genre d'outil qu'il faut que je trouve vraiment bien. D'ailleurs, ils ont eu des soucis avec Apple, et avec Google, parce que il y a des tas de personnes qui se disaient ah bah non, c'est pas normal, c'est une application qui empêche d'autres applications de fonctionner, c'est interdit, etc. Mais ils ont réussi à se battre pour rester en place. Et moi, je trouve que c'est vraiment très très bien parce que ça permet de lutter contre des applications qui sont pas éthiques et qui font tout pour utiliser les biais psychologiques des personnes qui les téléchargent contre eux. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne application. Je crois qu'il y a une question. Bonjour, merci pour le témoignage. J'ai déjà plein de questions et autres envies d'échange. Mais je pense que tu as soulevé quelque chose au début qui était hyper intéressant sur le TDAH et sur le diagnostic. Tu as dit que tu n'étais pas diagnostiquée à ce moment-là. Il y a une vraie question aussi avec, je pourrais l'expliquer je pense, mais avec les femmes qui sont diagnostiquées sur le tard. C'est mon cas aussi, donc c'est pour ça que je me permets. Du coup, est-ce que tu peux me dire quand tu as été diagnostiquée, pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'a fait te poser les questions? Voilà. C'est super sympa de poser cette question parce que je me dis que c'est bien d'en parler. Alors moi, j'ai été diagnostiquée l'année dernière, mais ça a été un parcours du combattant. C'est très vrai de dire que les femmes sont sous-représentées. La raison, c'est que ça rejoint ce que je disais au tout début de la conférence, à savoir que on considère beaucoup qu'une personne avec un trouble de l'attention, elle a forcément de l'hyperactivité. Sauf que chez les femmes, ça se traduit souvent autrement, et notamment ça se traduit par une hyperactivité mentale, mais pas physique. Ça va se traduire par exemple, beaucoup de... on va dire que la personne est dans la lune, qu'elle pense à autre chose, qu'elle est pas attentive. En classe, moi, c'était toujours ce qu'il y avait sur mes bulletins. Genre, Chloé n'écoute pas en classe, elle rêve. Et oui, c'est vrai, parce que en fait, moi, dès que le prof il parlait de quelque chose qui m'intéressait pas, au bout d'un moment, je regardais par la fenêtre et je comptais les nuages, quoi. Et je me souviens qu'il y a des profs que ça mettait incroyablement en colère, qui se mettaient à... Je me souviens en particulier d'une prof qui avait dit « Au début de l'année, je trouvais ça mignon, mais maintenant, je trouve que c'est juste du manque de respect. » Et moi, j'étais là, c'est ni l'un ni l'autre, enfin, je le fais pas exprès. Toujours est-il que j'ai commencé à me poser des questions, paradoxalement, grâce à Twitter. Parce que sur Twitter, même s'il y a des problèmes d'addiction avec les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent.
et notamment la communauté des gens qui ont une neuroatypie. Et donc, il y avait des personnes qui avaient un trouble autistique, ou des personnes qui avaient un trouble de la personnalité borderline, ou plein de gens qui parlaient de leur vécu. Et je me suis dit, peut-être que moi aussi, en fait. Du coup, j'ai commencé à aller voir pas mal de psy. D'abord parce que de toute façon, je savais que ça allait pas. J'avais un énorme trouble anxieux, je faisais des attaques de panique régulièrement, etc. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc au début j'y allais pour ça, et puis j'ai vu plusieurs psychiatres, une première qui a dit oui, vous avez manifestement, je pense que vous avez un trouble de l'attention, mais elle n'est pas allée plus loin, et j'avais pas un diagnostic vraiment officiel, c'est-à-dire qu'elle m'a fait passer un test qui s'appelle le test Waze. Le test Waze, c'est un test de QI. Et en fait, le test de QI montrait que j'avais des capacités neurolinguistiques au-dessus de la moyenne, mais des capacités intentionnelles en dessous de la moyenne. Mais en soi, c'est pas suffisant pour diagnostiquer un trouble de l'attention. Mais cette psychiatre n'était sans doute pas assez renseignée, et pour elle, c'était suffisant. Et donc, on n'est pas allé plus loin. Plus tard, j'ai vu un autre psychiatre avec qui j'ai ressoulevé la question. Lui, il m'a répondu... À ce moment-là, j'ai beaucoup parlé avec lui de mes problèmes d'addiction aux réseaux sociaux. Et il m'a répondu qu'à cause des réseaux sociaux, je me cherchais une identité. Au demeurant, c'était un bon psychiatre pour tout ce qui était du trouble anxieux. Mais là-dessus, en fait, il m'a mal conseillé. Et du coup, pendant longtemps, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit qu'effectivement, il avait peut-être raison. Et c'est finalement quand mon ex-conjoint a fini par être diagnostiqué lui-même avec un trouble de l'attention à 35 ans, que moi je me suis dit, mais si lui il a un trouble de l'attention, c'est obligé j'en ai un. Et du coup, j'ai remis le couvert. À ce moment-là, j'avais encore une psychiatre différente. J'ai vu beaucoup de psy. J'avais une autre psychiatre qui, elle, était moins ferme dans son opinion. Elle disait, c'est pas un sujet que je maîtrise. Elle a eu l'honnêteté de me dire ça, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un sujet que je maîtrise, donc si c'est important pour vous, faites vos recherches. Du coup, j'ai contacté une association qui s'appelle Hyper Super, qui est une association vraiment sur le trouble de l'attention. Et eux, ils m'ont vraiment bien aiguillée. Ils m'ont dit, voilà, il faut que vous fassiez un test avec un neuropsychologue. À Montpellier, les neuropsychologues qui permettent de faire ces tests, c'est le Centre Milléa. Je suis allée chez eux. J'ai fait un test pendant toute une matinée où on m'a demandé de faire des espèces de calculs mentaux pour évaluer ma mémoire à court terme, ce genre de choses. Je suis rentrée chez moi. Pas chez moi, mais bref, on s'en fiche. Je suis rentrée. Il était environ 13h. Je me suis effondrée. J'étais épuisée. J'avais jamais fait pourtant, c'était pas des tests très difficiles. C'était 2 + 3, ça fait 6. Et ensuite, si on rajoute 3, ça fait combien, etc. Mais devoir me souvenir des choses à court terme, c'était l'enfer. Et donc, j'ai fait ces tests. Ensuite, j'ai vu j'ai dû remplir aussi un questionnaire qui s'appelle le questionnaire DIVA, dans lequel j'ai parlé en fait de toute mon expérience depuis mon enfance, du fait que j'étais souvent qualifiée d'être une enfant dans la lune, de mes difficultés d'intégration sociale aussi. Et au final, j'ai vu un neurologue. Je me souviens, il a récupéré le dossier qu'avait fait la neuropsychologue, et il l'a soulevé comme ça, il a fait « Mais oui, mais bien sûr que vous avez un TDAH, bien sûr ». Et moi, j'étais là. Si c'était si évident, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Où étiez-vous pendant toute ma vie? Et d'ailleurs, ça a pris combien de temps entre toi, les premiers signes, tes premières actions et au moment du diagnostic ferme? La première fois, alors, c'est un peu difficile de déterminer à partir de quand je me suis dit clairement j'ai un trouble de l'attention. Si on part du moment où je me suis dit j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, ça a pris 10 ans. La première psychologue que j'ai vue, j'avais 22 ans et j'ai été diagnostiquée à 32. Ceci dit, là, le moment où je me suis dit réellement
je pense vraiment que j'ai un trouble de l'attention. Je dirais que ça a pris, et c'était en 2015, j'ai été diagnostiquée l'année dernière. Ça fait 7 ans quand même. Ouais. J'avais même pas réalisé. Et pour toi, maintenant, bon, ça fait 1 an que tu es diagnostiqué, mais est-ce que tu ressens un avant-après? Indubitablement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, j'ai eu accès à plusieurs soins qui sont vraiment adaptés aux personnes qui ont un trouble de l'attention. Donc, d'abord, il y a tout ce qui est ergothérapie, etc., remédiation cognitive, mais aussi médicaments. Alors ça, c'est un vaste sujet, les médicaments, parce que le médicament qu'on donne aux personnes qui ont un trouble de l'attention, c'est du méthylphénidate. Et il se trouve que c'est une molécule qui ressemble énormément aux amphétamines. Et donc, du coup, le grand public insiste sur le fait que, en gros, on nous drogue. Voilà, on est des drogués. Moi, mon vécu, c'est que je peux prendre cette molécule ou pas quand j'ai envie, quand j'en ai besoin. Il y a très très peu d'effets secondaires. C'est-à-dire que les effets secondaires principaux, ça va être un peu moins d'appétit, mais c'est gérable. Et si je les prends trop tard, je dors pas très bien, parce que ça reste un excitant. Mais ça, on me l'avait dit au préalable. Le médecin qui me l'avait prescrit m'avait dit « Prenez-le bien le matin, jamais après-midi, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir dormir. » Et donc, ah oui, et comme j'ai un trouble anxieux, parfois ça peut augmenter un petit peu mon anxiété. Mais donc ça, en fait, après, tout ça, c'est une question de dosage à voir avec le médecin. Et notamment, à côté de ça, j'ai des antidépresseurs pour gérer mes problèmes d'anxiété. Et donc, pour le moment, j'ai à peu près une certaine... j'ai trouvé un certain équilibre chimique pour mon cerveau entre le médicament qui permet d'avoir davantage de concentration et le médicament qui permet de faire baisser l'anxiété. Parce que bien sûr, un problème n'allant jamais seul, l'anxiété est aussi quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se concentrer, n'est-ce pas? Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est très courant pour les personnes avec un trouble anxieux. Tout à l'heure, je parlais de comorbidité. Moi, pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, il y a des comorbidités et les plus fréquentes, c'est le trouble anxieux et la dépression. Parce que bien évidemment, vu qu'il y a énormément de personnes qui sont pas bien prises en charge, voire qui sont pas diagnostiquées ou qui sont diagnostiquées très tard, il y a des problèmes dans tous les aspects de la vie. Dans la sphère professionnelle, dans la sphère amoureuse. Moi, pendant très longtemps, notamment, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis parce que, à cause de mon impulsivité, je passais mon temps à dire tout ce qui me passait par la tête. Et parfois, ce qui me passait par la tête, c'était pas très gentil. Comme tout le monde, en fait. Des fois, on pense des choses et c'est pas gentil, mais généralement, on a un filtre. Moi, j'en avais pas. Et donc, je disais des trucs qui étaient pas sympas. Alors après, avec le temps, j'ai appris. Mais c'est des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt. En fait, ça m'aurait peut-être permis de vivre... Non, le système scolaire, c'est pourri. Ça, j'aurais pas bien vécu l'école, de toute façon. Je crois qu'il y a une question. Vous voulez le micro? Ah, après. Je le garde et après je vous le donne. Merci Chloé pour ces échanges. Justement, tu fais la transition vers les relations interpersonnelles et moi, ça me questionnait aussi sur le rapport au travail et le rapport aussi avec tes collègues, avec le monde professionnel de manière un peu générale. Je fais une petite référence à la dernière conférence qu'on a faite qui a fait pas mal de comment on va dire, remue-ménage, enfin, qui a questionné en tout cas, parce que notre invitée, donc avec ce trouble borderline, expliquait qu'elle ne l'avait pas précisé lors du recrutement et ni même pendant le travail là qu'elle occupe. Donc elle était d'ailleurs un peu en appréhension que ses collègues puissent écouter le podcast, mais
tant pis. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Mais c'était très intéressant parce que du coup, elle avait finalement une reconnaissance travailleur handicapé pour d'autres choses que ce trouble. Et en fait, elle avait pris cette décision de ne pas le dire. Pour plein d'arguments. Toi, comment est-ce que t'es par rapport à ça? Pareil. J'ai le sentiment... Alors, j'ai une relation à mon trouble de l'attention qui est assez étrange, dans le sens où, encore aujourd'hui, je suis en débat intérieur sur est-ce que je vois ça comme un handicap, est-ce que je vois ça comme une neuroatypie, est-ce que si je vois pas ça comme un handicap, c'est du validisme intériorisé, est-ce que si je vois ça comme un handicap, est-ce que je cherche pas à attirer l'attention de tout le monde et à dire oh, regardez comme je souffre et à en faire trop et à voler l'intérêt des personnes qui sont légitimement handicapées, etc. Enfin bref, voilà, tout plein de questions. Il se trouve que je suis aussi bisexuelle et que je l'ai découvert quand j'avais à peu près 25 ans. Quand j'étais ado, du coup, je pensais que dans l'échelle sociale on aimerait qu'elle n'existe pas, mais malheureusement elle existe, n'est-ce pas? Je croyais que mon seul handicap social, c'était d'être une femme. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais pas très hétéro. Et maintenant, je réalise que je suis pas aussi valide que ce que je croyais. Et donc, dans l'ensemble, il y a une part de moi qui se dit, j'ai pas trop... Déjà, ça me fait chier d'être une femme parce que je travaille dans un milieu très masculin. Du coup, ça me fait chier d'être une femme dans un milieu très masculin. On me le renvoie suffisamment à la figure. Du coup, j'ai pas super envie que les gens ils sachent en plus que je suis bisexuelle ou que je suis que j'ai un trouble de l'attention. En plus, admettons, je le dis à mon travail, on va me dire ok, c'est cool, mais je saurais même pas quoi demander comme aménagement. Je saurais même pas quoi demander pour qu'on prenne en compte mes difficultés, parce qu'en fait, mes difficultés, c'est que je rends jamais le travail à temps. Voilà, je suis tout le temps en retard, je suis hyper lente. Parce que la dysfonction exécutive, parce que machin, etc. Parce que si jamais il y a un petit truc qui se passe mal avec les collègues, je vais le vivre très 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 intensément. Du coup, ça va m'empêcher de travailler parce que je vais être triste, parce que je vais être en colère, parce que machin, etc. Donc la relation interpersonnelle avec les collègues peut être très compliquée. Mon amoureux qui est dans le public m'a vécu comme ça il y a pas longtemps. J'ai fait une espèce de crise parce que des collègues avaient fait quelque chose avec mon travail qui m'avait profondément déplu. Et au demeurant, en fait, c'est pas grave. Enfin, maintenant, quand j'y pense rétrospectivement, c'est pas grave, c'est désagréable, mais ça n'empêche pas que sur le coup, j'étais en larmes, en fait. J'arrivais plus à bosser parce que je me disais, mais ça sert à quoi que je fasse autant d'efforts si derrière, en fait, il y a des gens qui prennent mon travail et qui font n'importe quoi avec. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi mon problème à gérer et pas celui de mon entreprise, ce qui n'est pas vrai, c'est une impression. C'est comme ça que je le vis. Mais j'insiste, s'il y a des personnes qui ont un trouble de l'attention dans le public, ne prenez pas ça comme argent comptant, parce que, en fait, c'est pas vrai. C'est clairement le rôle de l'entreprise d'aménager pour les personnes qui ont des handicaps, qu'ils soient physiques ou mentaux. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui en parle d'ailleurs, c'est Survivre au travail de Marie da Silva, qui à la base est une coach pour les personnes qui subissent du racisme, mais elle aborde aussi toutes les oppressions et notamment le validisme. Elle a accompagné une personne aveugle, par exemple, malvoyante, pardon, pas aveugle. Et elle parle très justement dans son livre de comment est-ce que c'est extrêmement important de demander des aménagements quand on est une personne qui a un handicap quelconque. Et je suis entièrement d'accord avec elle, mais le problème c'est que entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Et le truc c'est que moi je suis dans un milieu qui est très petit. Et j'ai pas envie que l'information circule partout, que j'ai un trouble de l'attention et que du coup il faudrait pas m'embaucher parce que en fait j'ai du mal à m'organiser ou ce genre de choses. C'est vraiment, enfin c'est très effrayant à ce niveau-là.
Alors, bonjour. Moi, je voulais rebondir sur le système scolaire parce que j'ai un neveu qui est TDAH, qui a 13 ans et qui est diagnostiqué depuis à peu près 6 ans. C'est très compliqué pour lui, en fait, et ça l'est encore. Et je trouve que ça me fait de la peine de voir à quel point il n'a pas sa place, en fait, et il n'y a pas vraiment de système pour s'occuper de lui. Donc on a essayé il était conseillé d'aller en ITEP, mais apparemment c'est pas. Alors est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est l'ITEP? Parce que je connais Alors pas. l'ITEP, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une institution qui s'occupe d'enfants qui ont des problèmes scolaires, mais c'est un enfant qui est très intelligent, donc il n'a pas du tout de problème de compréhension. Ces problèmes, c'est plutôt des problèmes qui sont sociaux, quoi, d'adaptation, de concentration. Et en fait, il a une scolarité qui est très très compliquée. Donc, est-ce qu'il y a des systèmes? Ma question, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il existe Je pense que dans la mesure où il a la chance d'être diagnostiqué, clairement, il doit y avoir des possibilités. Après, moi, vu que ça ne me concerne plus, que j'ai pas d'enfant et ce genre de choses, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais je pense que, déjà, est-ce qu'il a des médicaments? Oui, il est sous Ritaline. Ouais. Après, il y a des. Je me souviens que j'avais lu quelques livres pour les enfants qui sont atteints d'un trouble de l'attention. Alors déjà, moi, je pense que la première chose à faire, c'est de se rapprocher des associations. Comme je parlais tout à l'heure de l'association Hyper Super. Ouais. C'est quoi ça, cette association? C'est une association française qui gère tout ce qui est trouble de l'attention. C'est vraiment une association sur le trouble de l'attention. C'est grâce à eux que j'ai eu mon diagnostic. Et en fait, je pense que s'il y a des gens qui peuvent aiguiller et aider des parents qui sont un petit peu démunis face au système scolaire qui est encore plus aujourd'hui, qui plus est avec les coupes budgétaires, la manière dont les profs sont maltraités, etc. C'est un peu inutile. Et donc il n'y a pas de place pour il y a encore moins de place pour la différence. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que moi, ça m'aurait rendu service qu'on me mette dans une école pour personnes avec un handicap. Par contre, moi, ce que j'aurais aimé, c'est un système d'éducation différente, et j'avoue que des choses qui me font rêver, mais le problème aussi, on en revient à ça toujours, mais c'est pas gratuit, c'est des écoles privées, mais c'est toutes les écoles alternatives du genre Montessori ou ce genre de choses. C'est toujours ce que j'ai pensé pour lui, en fait, je me disais que c'était ce genre de système qui lui irait bien, quoi. Après, moi, de mon point de vue, il y a des petites fiches qu'on peut faire je me les fais moi-même encore. Par exemple, quand je me mets à travailler, j'ai une checklist sur mon ordinateur de qu'est-ce que je dois faire. Et dans la checklist, il y a littéralement ouvrir mon logiciel. Et en fait, ça peut paraître idiot, mais ça m'aide beaucoup parce que il y a un système de récompense. Vu que ma petite checklist, les trucs ils sont en rouge, quand je les fais, je les mets en vert. Et une fois que mon logiciel est ouvert, que j'ai mis tous mes trucs à jour, que j'ai vérifié mes mails en rapport avec le travail, que j'ai tout fait, tout est accessible et donc c'est beaucoup plus facile de me mettre au travail. Pour un enfant qui a un trouble de l'attention, juste, par exemple, faire son cartable, ça peut être extrêmement compliqué. Donc avoir une fiche qui dit « pense à regarder si tu as mis ton cahier de texte, pense à prendre ton manteau », pense à faire ceci, cela, etc. Et des petites fiches comme ça pour tout le quotidien, peut-être que ça peut aider. Ça peut être une solution. Mais après, toutes ces choses-là, je sais pas à quel point il est accompagné. Ouais, mais... il oublie tout, en fait. Et en fait, il est élevé en partie par ma sœur toute seule, donc c'est très compliqué parce qu'elle gère beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une personne qui a des réponses possiblement. J'avais une question et une suggestion à la fois, qui était est-ce que cet enfant fait du sport ? Puisque c'est le meilleur moyen naturel d'avoir de la dopamine. J'ai réussi à avoir un master avec un gros TDAH, et je pense que c'est grâce au sport, sans Ritaline. Donc, c'est une bonne chose. En fait, quand il fait du sport, c'est génial.
et il fait du sport quand il est motivé et qu'il a une motivation avec ses cousins, quand il est pris en charge. Et effectivement, ça lui fait beaucoup de bien. Mais comme ma sœur, ce que j'expliquais, le gère tout seul et qu'il a beaucoup de timidité, donc il a peur de se faire rejeter par les autres, etc. Il veut jamais aller dans des endroits où voilà, où il va pas connaître, va pas y aller avec un copain et tout, et c'est très compliqué en fait. Voilà. Bonjour Joël, merci de ce témoignage. Il m'interroge, il m'interpelle. Je constate qu'il y a différents niveaux dans l'impact sur ta vie ou sur la vie d'autres personnes qui sont diagnostiquées TDAH. Je me méfie de tous les diagnostics de ce genre-là. J'ai moi-même connu des troubles de l'attention quand j'étais scolarisé. J'ai une fille aujourd'hui qui a la trentaine et qui a été diagnostiquée TDAH, mais qui n'a pas les mêmes conséquences sur sa vie. Quand elle était petite, elle me disait « Papa, mon caractère, il est pas bien. » Je lui disais « Non, ton caractère, il faut juste apprendre à le dompter et on va y arriver. » Dans le système scolaire, ça a très bien marché pour elle. Dans la vie professionnelle aussi. Dans le même temps, j'avais deux questions. Une qui est de dire quel est l'accompagnement dans l'éducation et dans le cocon parental. Ça m'appelle une autre question sur les blessures ou les 5 blessures de l'âme ou les blessures de l'enfance. Et sur de ce que j'entends de ton témoignage, je te tutoie, excuse-moi, si ça te dérange pas. Ce que j'entends, c'est que tu as pris un chemin de la médecine que je dirais classique et allopathique. Est-ce que tu as eu l'occasion d'être sur une recherche d'un travail sur toi par d'autres médecines un peu plus alternatives qui, moi, m'ont fait beaucoup de bien et m'en font aujourd'hui, à la soixantaine passée, je grandis encore et on le fait aussi. C'est l'histoire d'une vie. Voilà, il y avait ces deux choses-là. Et la dernière, est-ce que parfois on ne se réfugie pas derrière un diagnostic, je suis un peu dur, mais c'est volontairement, ou le diagnostic HPI, mes enfants ont toujours eu des facilités, mes petits-enfants en ont beaucoup, et on les a surtout jamais fait diagnostiquer. Je mis ça sur l'éducation de leurs parents, leur cadre familial, de leurs grands-parents, etc. Et de leur adaptation plus facile au système scolaire. Je suis fils d'instituteur, rassurez-vous. J'ai aussi mon regard là-dessus. Voilà, il y avait ces grandes lignes que je voulais apporter. Je vais essayer de retenir les 3 questions en même temps que j'y réponds. Alors, je vais d'abord répondre à celle qui me paraît la plus simple. J'ai testé effectivement plusieurs médecines. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose. Dans l'ensemble, ce qui a le mieux marché pour moi, ça a été quand même ce que vous avez appelé tout ce qui est allopathique. Le seul truc que j'ai gardé, c'est la méditation, parce que ça me permet, ça a un double avantage, ça endigue l'anxiété du trouble anxieux et ça me permet aussi de gérer ma concentration davantage. Ceci étant dit, je sais que pour des personnes qui ont un trouble de l'attention, parce que vous l'avez bien souligné, c'est pas parce qu'on partage une neuroatypie que on fonctionne tous pareil. Typiquement, il y a des gens qui ont un trouble de l'attention, c'est impossible pour eux de rester immobile et de faire de la méditation. Moi, ça m'aide, mais ça veut pas dire que ça aidera toute personne qui en fait. Sinon, les 2 autres questions. Ah oui, pour la parentalité. Moi, le principal conseil que je donnerais, c'est d'être aussi patient et bienveillant que possible. Parce que pour une personne qui a un trouble de l'attention, on a souvent l'impression qu'il le fait exprès, qu'il s'en fiche, que ça lui passe par-dessus la tête et qu'il y a un manque de respect, etc.
C'est vraiment pas le cas. Généralement, les enfants... moi, mon père a souvent perdu patience avec moi. Parce que il savait pas comment gérer ma situation. Il voyait que j'avais des très mauvaises notes à l'école, alors qu'il savait que j'avais les moyens, que j'avais les capacités de comprendre. Donc du coup, au bout d'un moment, il perdait patience et il s'énervait. Je pense que malheureusement, ça ne m'a pas aidée et que voilà. Bon, je pense que de toute façon, c'est un conseil qui peut s'appliquer à l'éducation en règle générale, peu importe que l'enfant ait un trouble de l'attention ou pas, ne pas s'énerver autant que possible, parce que en règle générale, ça met l'enfant dans un état de sidération, et dans un état de sidération, en fait, on n'apprend rien. On apprend juste à avoir peur. Donc, c'est pas terrible. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on ne se réfugie pas un petit peu derrière ce diagnostic? Alors c'est quelque chose qui m'a fait très peur et qui me fait un petit peu peur aujourd'hui encore de parler de moi et d'avoir accès à ma personne que sous cet angle. Typiquement, s'il y a des cadres dans lesquels je ne parle pas de mon trouble de l'attention, c'est cette peur qui me retient. Cependant, avoir ce diagnostic, ça a été aussi une large libération plus qu'un enfermement, notamment parce que la première chose que je me suis dit quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pleuré et je me suis dit, en fait, c'est pas ma faute. Et ça a été un grand soulagement pour moi parce que je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir arrêter de me flageller et chercher des outils qui sont adaptés à mes besoins pour réussir à faire les choses comme il faut. Et en fait, ne plus s'insulter mentalement quand on n'arrive pas à faire les choses et essayer de juste trouver des solutions qui marchent et qui sont peut-être différentes de celles des autres, c'est vachement plus efficace. C'est fou, hein. Voilà. Donc, oui. Bonjour, merci pour tout ça. Avec plaisir. D'autant qu'il y a beaucoup de courage dans le fait de révéler certaines choses qui sont très personnelles. C'est bien. Super. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être développé là, et sur la question qui a été posée, j'ai souffert de ce qu'on appelle les TCI, les troubles du contrôle des impulsions, à la suite d'erreurs médicales, par prescription en surdose pendant 2 ans et demi, à 3 fois la dose maximum quotidienne d'un agoniste dopaminergique, donc agissant sur la dopamine. Je me demandais ce qui m'arrivait. Je me disais, mais je deviens Alzheimer, je deviens fou, je deviens obsédé sexuel. Je n'hésite pas à le dire parce que je vais écrire un bouquin sur tout ça, parce qu'il y en a marre de constater qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont mal jugés et rejetés. Et je tenais à le préciser. Donc, trouble du contrôle des impulsions, TCI, ça veut dire que le comportement change. Soi-même, on se reconnaît plus. Hein. Si toutefois on est conscient de se reconnaître, parce que j'étais dans un état tel que je n'étais même pas capable d'être conscient de ce qui se passait, de la bascule dans laquelle j'étais, parce que tout a basculé. À l'époque, j'exerçais une profession que je devais gérer de A à Z. J'en étais devenu incapable, parce que y a des capacités qui étaient requises et que je n'avais plus. Mais donc j'ai tout perdu. Mon métier, j'étais artiste de spectacle pro à l'époque, ça marchait bien, puis bon, tout s'est cassé la figure. J'ai perdu donc la santé, beaucoup d'argent, etc. J'ai été mis en invalidité catégorie 2. Bon, je le suis maintenant, je suis à la retraite. Je suis sorti, ça y est, c'est bon. Mais ça a été très dur, ça a été des années de galère, notamment, galère matérielle parce que le système social a pris le relais. On voulait pas me croire. J'étais soi-disant quelqu'un qui faisait semblant pour avoir une indemnisation que je n'ai pas eue. Parce que les experts m'ont suivi, ils m'ont donné raison. Mais la commission a dit « Oh mais non, on se déclare incompétent ». Voilà dans quel monde nous vivons. Belle France, hein. Bon, donc démerdez-vous. On vous a laissé sur le fossé jusqu'à maintenant. Donc pourquoi ça changerait, hein. Mais ce qui a été surtout très dur, c'est... je me souviens de ce que disait dans un de ses articles le docteur Rubinstein de Paris, neuropsychiatre, que j'ai eu l'occasion de croiser. Il disait que ce qui est très dur pour le malade, c'est non seulement sa maladie, mais le comportement de son entourage qui ne comprend pas, qui rejette, qui juge, qui condamne. Et j'ai subi ça. Je me suis retrouvé sur une île déserte,
abandonné. Mais juger, on me dit, mais attends Daniel, tu vas pas me faire croire que tu as des problèmes. Hein, les assistantes sociales qui m'ont dit, mais monsieur, mais vous n'avez pas de problème, étant donné la facilité que vous avez à vous exprimer, que ce soit oralement ou dans ce que vous nous avez envoyé, vous n'avez pas de problème, donc vous pouvez vous occuper de vos papiers, etc. Moi, je leur disais, attendez, j'ai des certificats de psychiatre, regardez-les, lisez-les. Hein, et il y a des zones du cerveau qui permettent de gérer certaines choses et d'autres zones qui permettent d'en gérer d'autres. Faites votre boulot, quoi. Mais arrêtez de dire, de porter un jugement sur ce que vous n'êtes pas capable de juger. Donc, c'est pour ça que je voulais rebondir, parce que c'est quelque chose qui m'a fait tellement souffrir. Et je vais peut-être être un petit peu extrême. Je suis persuadé que si certaines personnes se suicident, hein, c'est à cause de ça. Tout simplement parce qu'on les juge, on les rejette, et elles n'en sortent pas, quoi. Elles pataugent là-dedans. Moi, j'ai réussi à surnager grâce à des personnes qui ont été rares, mais extrêmement compréhensives, très précieuses. Je dirais, ce sont des personnes du dessus du panier. Je ne veux pas être élitiste, mais je le dis. Elles ont été importantes pour vous. Extrêmement importantes, parce que je ne sais pas comment j'en serais sorti. Voilà. Donc je tenais à préciser ça, il faut faire attention au jugement qu'on peut porter sur les gens qui souffrent de ceci, cela. Et moi, je peux dire que j'ai vécu des années noires de galère. J'étais en Picardie. Il y a une personne qui était mon ami ici sur Montpellier, qui a fini par être au courant de ce que je vivais, et qui m'a dit, si tu descends pas, je vais te chercher. Bon, j'ai prétexté ceci, cela. En fait, j'avais pas de fric. Je pouvais pas descendre. Elle m'a envoyé de l'argent pour que je puisse descendre. Voilà. Et je trouve que vous soulevez quelque chose de vraiment intéressant au sujet des problèmes de suicide. Effectivement, dans mes proches, il y a une personne qui s'est suicidée aussi. Et quand on est allé à son enterrement, il y a des gens qui m'ont dit c'est extrêmement triste, mais quand on y pense, elle a choisi. Et alors, j'avoue que moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée, parce que je pense qu'effectivement, le suicide, en fait, c'est des personnes qui sont malades et qui sont pas prises en charge. Et donc, considérer que c'est un choix, c'est une mécompréhension assez importante de la maladie mentale, parce que souvent une personne qui va se suicider, c'est simplement une personne qui n'arrive plus à trouver une porte de sortie et qui est malade et qui ne reçoit pas une aide appropriée. Donc je trouve que vous avez soulevé un point qui est vraiment important, parce que justement, que ce soit pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, mais aussi pour toutes les personnes qui ont, donc comme vous, des pathologies oui. c'est quand il n'y a pas une prise en charge appropriée, le risque de suicide est absolument beaucoup plus élevé, et c'est vraiment quelque chose dont il faut parler, dont il est très dur de parler. Donc je vous suis vraiment reconnaissante de l'avoir soulevé, mais qu'il est important de soulever justement. Voilà. J'ajouterai brièvement que si j'en parle comme ça, avec autant de passion et de véhémence, c'est que ça m'a traversé l'esprit. J'ai failli me suicider. Hein. Mais j'ai une fille, je ne l'ai pas oubliée. Hein. C'est important, c'est très très important. Mais j'ai aussi certaines conceptions spirituelles qui ont fait que ça m'a retenu. Mais je me suis dit, mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a aucune obligation, qui n'est retenu par rien, il va passer à l'acte, c'est évident. Et ça, je tenais à le dire. Voilà. Et pour rebondir, je me permets juste de rebondir un tout petit peu là-dessus, parce que ça me paraît aussi important de le soulever. Quand on a envie de mourir, il faut vraiment pas hésiter à contacter les urgences psychiatriques. Elles sont là pour ça. Il vaut mieux que ce soit une fausse alerte et qu'on appelle les urgences pour rien, plutôt que de commettre l'irréparable. Parce que, enfin, voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Je voulais intervenir à propos de la question sur la prise en charge des enfants, mais juste avant, je vais faire un aparté par rapport au fait
d'aller aux urgences en cas d'idée noire, etc. Et notamment lorsque c'est un enfant qui verbalise cette idée, je vais aller me suicider, il faut aller directement aux urgences pédiatriques. Ce que je voulais dire, c'est que à propos de la prise en charge des enfants et des familles d'enfants TDAH, il y a une association en fait à Montpellier qui est en train de se constituée, ou qui est déjà constituée. C'est Nathalie Sacco en fait qui l'a montée, et ça s'appelle LOL, l'occasion d'en parler. Donc leur mission, c'est sensibiliser, informer et soutenir les enfants porteurs de TDAH ainsi que leurs familles. Voilà, nos différences au service de nos forces. Et je voudrais ajouter que il y a également un café TDAH qui est organisé par Viviane, qui est à côté. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, rapidement, c'est quelque chose que j'ai pas inventé. C'était quelque chose qui existait déjà à Montpellier. C'était une dame qui avait mis ça en place et qui avait mis la pub sur Facebook. Donc c'était un groupe qui se réunissait une fois par mois, donc ça s'appelait Café TDAH, voilà. C'était au centre-ville, et puis pour des raisons personnelles, elle a arrêté, et on a été deux à se dire, bah mince, c'est dommage, c'était bien sympa de se réunir entre nous, entre adultes, pour discuter de nos TDAH. Et donc on a décidé de remettre ça en place. Donc du coup maintenant ça se fait chez moi, à Saint-Jean-de-Védas. C'est plus pratique. Ah salut. Et donc ça s'appelle l'Afterwork TDAH. Voilà, donc on fait ça. Ça m'intéresse vachement. On se réunit une fois par mois, pareil, suivant mon emploi du temps, après le travail chez moi. Voilà. J'arriverai peut-être en retard. Je ponds 1 heure, je suis moi-même en retard. et la plupart des gens arrivent en retard aussi, donc c'est pas un souci. C'est sûr que la grande question derrière tout ça, c'est, et on a en partie déjà eu la réponse, mais c'est comment on identifie tous ces troubles psychiques, et comment on se fait aider, quoi. C'est vrai que il faut vraiment trouver les bonnes personnes, et ça a l'air très 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 compliqué. C'est effectivement pas très simple. Moi, ce qui m'a aidée, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu pas mal de médecins. Les personnes que j'ai vues qui étaient des psychologues spécialisés dans l'hypnose ou ce genre de choses, ils m'aidaient un temps, mais sur le long terme, c'était pas forcément très efficace. Du coup, pour moi, au final, les médecins à qui j'ai fini par faire le plus confiance et avec qui j'ai eu la sensation que ça marchait le mieux, c'était les médecins qui étaient spécialisés dans les thérapies cognitivo-comportementales, qui s'inspirent beaucoup de tout ce qui est recherche au niveau neurologique pour essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu des diagnostics du genre la raison pour laquelle en fait vous n'arrivez pas à faire le ménage chez vous, à faire à manger, c'est parce qu'en fait dans votre petite enfance vos parents vous ont pas nourri à votre faim. Bon, quand on m'a dit ça, je me suis dit ok, mais une fois qu'on a dit ça, je fais quoi? C'est alors que du coup j'avais un petit peu l'impression que à part faire des thérapies qui dureraient une dizaine d'années sur essayer de vous souvenir de l'époque où vous n'étiez pas nourri à votre faim, donc les premiers jours de ma vie, je voyais mal comment on pouvait avancer. Alors qu'avec les thérapies cognitivo-comportementales, la première fois que j'en ai faite, c'était surtout pour mon trouble anxieux. Mais je suis allée voir donc un psychiatre qui est spécialisé dans le MDR. Le MDR, c'est une méthode de gestion du trauma à travers le mouvement des yeux. Et donc, moi, j'ai été victime notamment de harcèlement scolaire et j'ai eu d'autres épisodes pas très marrants dans ma vie. Et donc, je suis allée voir ce psychiatre et je lui ai dit, est-ce que le MDR peut fonctionner ? Il m'a répondu que normalement, le MDR était approprié pour un traumatisme en particulier, mais que sinon, dans l'ensemble, c'était un peu compliqué pour des choses qui avaient duré sur plusieurs années. Mais on a quand même mis en place une stratégie qui consistait à lister toutes les périodes de ma vie qui m'avaient marqué d'une mauvaise manière
Et donc, on a fait la liste de chaque souvenir traumatisant et on l'a traité avec le MDR. Et le truc, c'est que petit à petit, j'ai senti des progrès notables et tangibles. C'est-à-dire que il y avait des choses qui avant m'angoissaient énormément et puis un jour, en fait, ça allait beaucoup mieux. J'arrivais davantage à exprimer mes désirs, mes besoins, à communiquer, à venir... à trouver des solutions aussi, à être créative, à ne plus juste rester dans la terreur, etc. Et donc, étant donné que les résultats étaient tangibles et faciles à mesurer, j'ai eu tendance à faire davantage confiance à ces méthodes thérapeutiques. Ceci étant dit, étant donné que les troubles psychiatriques peuvent être complexes et entremêlés, c'est-à-dire que par exemple, donc moi j'ai un trouble de l'attention, mais maintenant je le sais, donc ça va, c'est facile. Mais avant, j'ai exploré plein de choses. Je me suis demandé si j'étais pas HPI, comme monsieur en a parlé tout à l'heure. Je me suis demandé si j'étais pas autiste. Je me suis demandé si... je me suis posé énormément de questions. Et je crois que ce qui m'a principalement aidée, c'est que quand les médecins me disaient oui ou non, si je considérais que y avait toujours quelque chose qui clochait et que j'avais pas eu une réponse satisfaisante, même si c'était des médecins et qu'il faut faire confiance aux médecins quand même un minimum, j'estimais que mon vécu était aussi à prendre en compte. Et donc, je pouvais pas me satisfaire d'une réponse qui disait, par exemple, non, vous avez pas un trouble de l'attention parce que vous avez eu votre bac. Oui, mais non, en fait. Et donc, j'arrivais un petit peu à identifier quand j'avais l'impression que le médecin lui-même pouvait se fourvoyer et qu'il parlait sans savoir. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que les médecins sont effectivement des gens qui savent mieux que nous un certain nombre de choses, mais ils ne savent pas tout. Et parfois, ça leur arrive aussi de se tromper. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié que ma psychiatre actuelle m'avoue, en fait, le TDAH, j'y connais rien. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Voilà. Donc, mais c'est vraiment pas facile. Mais par contre, il faut s'accrocher et il faut continuer à essayer parce que, en fait, on a le droit à ces soins. Ça devrait pas être aussi dur, mais on a le droit à ces soins. Et comme monsieur l'a dit tout à l'heure, si on n'y a pas accès, on peut commencer à avoir des graves problèmes de santé mentale jusqu'à penser au suicide. Et faut pas se laisser arriver là, en fait. C'est terrible. Et on va passer à la dernière question, mesdames et messieurs, parce qu'il est l'heure de terminer. Mais ne vous inquiétez pas, on reste un petit peu, donc n'hésitez pas à rester discuter avec nous. Alors bonjour. C'était pas une question, c'était pour apporter des informations complémentaires à tout ce qui avait déjà été dit, notamment par rapport à la scolarité chez les enfants. Il y a un service à l'hôpital qui s'occupe des troubles des apprentissages qui s'appelle Père Plantade et qui du coup propose aussi le programme Barclay, qui est un programme à destination des parents pour aider à l'accompagnement de leurs enfants atteints de TDAH. Et qui du coup permet par la suite de mettre en place des équipes éducatives, ça s'appelle, où en fait les professionnels vont à la rencontre des professeurs, expliquent ce qu'est le TDAH et qu'effectivement ce n'est pas un manque de volonté, un manque de motivation et tous les stéréotypes qu'on peut entendre généralement. Et du coup qui permettent de mettre en place des aménagements en collaboration avec les enseignants dans l'école. Et je voulais faire le lien aussi rapidement par rapport à ce que vous évoquiez sur le fait que, en tant que parent, ça peut être, il peut y avoir des réactions d'invalidation et de même parfois aller jusqu'à de la violence justement face aux symptômes du TDAH. Et du coup, je voulais faire le lien avec la conférence du mois dernier sur le trouble borderline. Il y a de plus en plus d'études qui montrent un lien entre les troubles du neurodéveloppement et l'émergence d'un trouble borderline, notamment à cause de l'invalidation qu'il y a eu au cours de l'enfance. Donc voilà, je voulais apporter cette information supplémentaire et merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont
trouble de l'attention, un trouble de la personnalité borderline, et qui en fait on se rend compte ensuite que derrière il y a un trouble autistique ou un trouble de l'attention ou en fait tout simplement une spécificité neurologique qui n'a pas été prise en charge. Et merci beaucoup pour toutes vos questions et pour ces partages. Merci beaucoup Chloé d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi, ça fait du bien d'avoir un espace de parole comme ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. L'émission sera disponible en podcast sur YouTube et sur le site de la radio FM+, qui me permet d'enregistrer cette émission depuis 3 ans et demi. On les remercie. Merci à la Gazette Café de nous accueillir tous les mois pour cet espace d'échange tous ensemble. On se retrouve le mois prochain, le 6 avril à 18h. Voilà, merci à tous et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Dear. Valide. People. Dear. Valide. People.